Si je devais repartir à zéro avec seulement 5 ETF pour bâtir ma liberté financière, je choisirais lesquels? Which project are you gonna pick? On s'entend que le marché en 2026 est plus à même game qu'en 2020. Si tu détiens encore des vieux fonds mutuels à 2% de frais avec une banque, ou si tu penses encore que Tesla va monter de 50% à chaque semaine comme avant, ben t'es probablement en train de perdre un peu d'argent. Yeah, you're losing it, man. You're losing your edge. Avant de commencer, juste pour le fun, on va définir quelques petites bases de mon narratif. Je vais y aller pour un horizon environ 15-20 ans, avec un profil forte tolérance au risque, méga conviction, IA/tech. Je vais essayer d'intégrer un petit peu de diversification, rendement, frais, stratégie, tout ça dans une vision long terme. On s'entend que ça reste pour le fun, ça reste mes choix personnels. C'est pour le fun, là, tu sais. Pour le fun. C'est le fun en crise. Et comme toujours, rappelez-vous que je ne suis qu'un dude sur Internet et je ne connais rien. Sur ce, installe-toi, prends-toi un petit café et je te partage mon top 5 de mes FNB préférés. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va tomber de sa chaise sur celui-là, j'imagine. On parle ici du FNB de Vanguard qui suit l'index du S&P 500. Le king des ETF indiciels, si on veut. By the way, ETF puis FNB, c'est la même chose, là. C'est juste ETF, c'est en anglais, puis FNB, c'est en français. Pourquoi que je veux ça comme pilier direct au départ? Parce qu'en achetant ça, tu t'exposes à 500 des meilleures compagnies américaines, donc une exposition directe à l'indice du S&P 500. C'est coté en canadien pour le plaisir de ces dames. Ultra populaire, ultra liquide, ultra fiable. On peut rentrer puis sortir quand on veut, avec pratiquement le montant qu'on veut, sans écart de bid-ask. OK, c'est surpondéré tech, mais il n'y a rien de mal là-dedans. C'est exactement ça que je veux, mais aussi je veux de l'exposition à d'autres secteurs. Puis ça tombe bien parce qu'ils sont tous inclus dans l'index. On peut pas passer à côté du fait que l'innovation mondiale est encore centralisée aux USA. Historiquement, le S&P 500 a fait environ 10% par année en moyenne. Évidemment, c'est en moyenne, là. Il y a des années de 25%, puis il y en a de 2%. Là, donc ça donne une moyenne de 10. C'est sûr que le passé n'est pas garant du futur, surtout avec les années de fou qu'on vient d'avoir de 25-25%. Là, c'est sûr que ça va peut-être se rebalancer, mais ça reste le moteur de croissance par excellence. Fait que je peux pas me permettre de pas l'avoir dans mon portfolio. Les frais sont vraiment bas, autour de 0,08 ou 0,09% historiquement. Dans le monde des ETF ou des FNB, il y a une guerre de tout le monde fait les mêmes produits. Fait que si t'aimes mieux d'aller avec BMO au lieu d'y aller avec Vanguard, ils ont aussi leur ETF du S&P 500. Tu peux regarder ZSP. Si tu aimes mieux une version couverte de change, à ce moment-là, tu peux regarder plus XSP ou ZUE. Si tu es déjà en dollars USD, à ce moment-là, tu peux aller regarder des équivalents qui sont VOO, IVV ou SPY, le SPY, là, ou le SPYM, le SPYM. Bref, VFV agit comme un core ou comme un noyau stable de mon portefeuille. HXQ, number 2. Je vous entends déjà dire, dude, un autre FNB avec des stocks américains. Pas un peu too much direct en partant de même. Attends un peu avant de chialer, je suis juste au deuxième FNB. Là. Peut-être que ça va être pay, puis que le reste, ça va être juste du USA aussi. Là, t'auras raison de chialer. Fait que c'est quoi HXQ? C'est un autre fonds indiciel. Celui-ci, par contre, suit l'indice du Nasdaq 100, donc les 100 plus grosses compagnies du Nasdaq ou les 100 du top. Encore des techs, mais encore plus concentré que dans le S&P 500. C'est juste par comparaison, le S&P 500, c'est 33% tech. Dans le Nasdaq, c'est pratiquement 51% tech. Encore plus si tu considères tous les dérivés de genre communication et compagnie. Fait que pourquoi je fais ce move-là par-dessus le VFV? C'est pour créer une surexposition tech 100% volontaire de ma part. En achetant les deux, je crée une dynamique dans le portefeuille où j'ai une exposition US avec un biais assumé vers les méga cap tech. Essentiellement les Mag 7, Magnificent 7 et compagnie. Les Mag 7, dans le fond, c'est les Nvidia, Google, Apple et compagnie. L'indice est plus volatile historiquement, mais ça ajoute un potentiel de croissance considérable. Essentiellement, dans le fond, on ajoute plus de semi-conducteurs, plus de IA, de cloud, software, toutes les big tech, etc. dans le mix. Par le fait même, ça réduit ma concentration unique au S&P 500 en tant que tel. Fait que ça réduit mon exposition aux autres secteurs, santé, industriel, énergie, consommation de base, etc. Les frais sont un petit peu plus élevés, soit 0,28%. Tu peux aller chez les compétiteurs, tu peux regarder quelque chose comme QQC, XQQ, ZQQ, ou en USD, tu peux aller vers le fameux QQQ ou QQQ. QQQM, QQQQQ. Je sais pas pourquoi que je trouve ça drôle, mais il est tard, puis les enfants se couchent pas, puis je suis fatigué. Allô, les dividendes. Celui-là, je sais que c'est un des FNB préférés des Québécois.
On salue nos cousins en France. Fait que VDY, le VDY, c'est un autre FNB indiciel, mais plus spécialisé. En gros, il essaye de répliquer l'indice FTSE Canada High Dividend Yield Index, des actions canadiennes qui offrent des dividendes élevés. Fait qu'on parle principalement de banques, RBC, TD, BMO, etc. Un peu de stock d'énergie payant en dividendes, Enbridge, Suncor, TC Énergie, etc. Pourquoi que j'aime ce ETF-là? C'est que ça dépend où ce que tu es rendu dans ta vie, mais en gros, le revenu de dividendes élevé te permet de générer un cash flow régulier. En ce moment, juste pour vous donner une idée, ça donne environ 4% de dividendes réguliers juste en dividendes. Évidemment, il peut y avoir une stratégie de réinvestissement des dividendes, mais on parle aussi de compléter un revenu ou de, pour les gens semi-retraite ou retraite, etc. Ça te permet par le fait même d'avoir une exposition aux blue chips canadiennes. Comme j'ai dit, banque, assureur, énergie, télécom, etc. C'est moins volatile que le TSX au complet, mais c'est un bon complément pour rajouter du Canada et compléter les ETF US que j'ai pris. Ça rentre dans notre stratégie simple et passive qu'on a mis comme narratif au début pour créer un portefeuille de ETF. Consciemment, je me compromets un peu sur mon potentiel de croissance, mais en m'assurant un revenu stable. Les frais sont autour de 0,22%. Les distributions sont mensuelles. Ça veut dire qu'ils te payent ton dividende mensuellement à tous les mois. Fait que le cash rentre steady, like clockwork. Éventuellement, tu fais assez de cash flow pour plus jamais avoir à vendre aucun stock. Tu payes ton épicerie, ton hydro, ton hypothèque, puis tes 12 postes différents pour regarder le Canadien de Montréal. Il passe à Caulfield, une fête, le tir et le but! SMH Smash, que j'aime l'appeler, il s'appelle pas de même pantoute. En fait, c'est le VanEck Semiconductor ETF. ETF VanEck Semiconducteur. Là, on rentre dans un peu moins boring. Comme j'ai déjà mentionné, SMH, c'est un de mes FNB favoris des dernières années. Sûrement parce que c'est le FNB non levier qui a le plus performé dans la dernière année. On ne sait pas c'est qui va gagner la guerre de l'intelligence artificielle, mais on se doute que c'est là pour rester. Bref, mon narratif depuis que ChatGPT est sorti il y a 2 ans et demi, c'est d'investir massivement dans le IA, surtout quand il y a des drops. Avec ce FNB-là, ça me donne une exposition directe aux semi-conducteurs. Nvidia, TSMC, Broadcom, AMD, ASML, Micron, etc. Ça finit plus. Nvidia a environ 20% de la pondération du FNB. Fait que c'est en soi un gros investissement sur Nvidia, mais c'est aussi un investissement dans tout ce qui est cloud computing, data center, électrification, mémoire vive, etc. Bref, c'est un investissement dans toute l'infrastructure technologique. Ultra concentré sur les leaders de secteur, mais moins concentré que d'acheter juste Nvidia directement. Le genre de FNB que tu as besoin si tu veux espérer battre le S&P 500, selon moi. C'est sûr, par contre, que c'est très cyclique, c'est sensible aux tensions géopolitiques, ça peut corriger violemment quand ça dompe, mais bon, qui risque rien n'a rien, là, comme on dit. C'est en dollars américains et les frais sont environ 0,35% au moment de faire cette vidéo. Mais selon moi, ça vaut quand même la peine de l'intégrer dans mon portefeuille. Ah ouais, pro tip pour payer moins de frais de conversion de taux. Moi, j'utilise Interactive Broker pratiquement pour cette raison-là, parce qu'il y a pratiquement pas de frais de conversion de taux de change. Mais si ça ne tente pas de changer de banque ou de bouger de ton broker actuel, tu peux regarder le Norbert Gambit ou le Gambit de Norbert, qui généralement est beaucoup plus avantageux que de faire le transfert que les banques veulent te faire à 1,5% de frais puis 1,5% à la vente aussi. Sinon, si tu tiens vraiment à acheter quelque chose en dollars canadiens, il y a le FNB Chips, CHPS. Vraiment moins liquide, il avait l'air un petit peu moins intéressant selon moi, mais ça reste quand même une solution disponible. Sam! Marché émergent. On a du USA, on a du Canada. On a des dividendes, puis on a du AI. Fait que pourquoi pas compléter ça avec un FNB de marché émergent? J'aime ce FNB parce que c'est un peu la même pondération de secteur que le S&P 500, mais 100% hors des États-Unis. Puis souvent, quand on dit marché émergent, on veut souvent dire la Chine, mais celui-là, c'est beaucoup plus diversifié que juste la Chine. Diversification géographique élargie. Chine, Inde, Brésil, Taïwan, Corée du Sud, name it, il y en a plein. Fait que t'es exposé quand même à Alibaba, mais t'as aussi du Samsung, t'as du TSMC, t'as du Tencent, t'as même du Nintendo, puis t'as une couple d'autres stocks vraiment le fun. Un bon potentiel de croissance, sachant que certains marchés émergents sont même en croissance plus rapide que les marchés dits développés. Encore une fois, c'est 30% tech, on s'en sort pas, mais t'es aussi exposé à d'autres secteurs. Consommation en expansion, matériaux, énergie,
énergie, finance, communication, industrielle, name it. Fait qu'au lieu d'aller commencer à essayer de chercher des business outre-mer, ben le FNB fait ça pour moi, puis aussi réalloue le capital à mesure. Bref, c'est vraiment intéressant pour diversifier outre l'Amérique du Nord, puis de ne pas être 100% dépendant aux États-Unis. Ça te permet de profiter de d'autres économies en croissance, de d'autres cycles différents. Ça ajoute un volet international si jamais la marde pogne comme en ce moment aux États-Unis. Bref, ça améliore concrètement ta diversification réelle, si on veut. Pour la pondération de chacun, j'irais pour quelque chose de bien simple, bien straightforward. VFV, 30%, HXQ, 25%, VDY, 15%, SMH, Smash, 15%, ZAM, 15% aussi. Fait que ça donne une exposition aux États-Unis de 70 à 75%, 15% dividendes / canadiens et 15% dans les marchés émergents. À peu près 50% de ça touche de près ou de loin aux technologies. Fait que comme j'ai dit un peu dans le narratif au début, c'est un portefeuille ultra conviction tech, très orienté croissance, long terme puissant, diversifié géographiquement, un peu. Ça risque d'être rock'n'roll par bout, mais sur le long terme, d'après moi, ça va être vraiment payant. Comme vous savez, je suis un stock picker dans l'âme. Fait qu'on s'entend que tout ça, c'était hypothétique puis pour le fun. Aucune recommandation. Fait que si vous aviez à vous adonner au même jeu, ça serait quoi votre top 5 des meilleurs FNB? Dites-moi ça dans les commentaires. Et comme d'habitude, like, subscribe et dégage.